Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un livre tract, les linguistes atterrés. Le français va très bien, merci. Un livre qui est donc écrit par un collectif de linguistes, de professionnels de la langue, professeurs de linguistique à l'université, Paris-Cité, Montréal, Lorraine, etc., de lieux divers de la francophonie, Anne Abbeillé, Julie Auger, Christophe Benzitoun, Heather Burnett, Maria Candéa, Françoise Gadet, Médéric Gasquet, Antoine Gauthier, Arnaud Heutzt, Jean-Marie Klickenberg, Michel Launay, Julie Neveu, Rachel Pankhurst, Jérôme Piron, R.F. Monté de la chaîne Linguisticae, chaîne YouTube, Corinne Rossari, Gilles Sioufi, Lalia Véran. Bon, un collectif de gens qui sont des spécialistes de la langue. J'avais moi-même, je crois, suivi quelques cours chez Corinne Rossari en son temps, professeur de linguistique française à l'université de Neuchâtel. Donc, aussi des gens venant de Suisse, de France, du Québec, de plein d'endroits différents. Donc, des professionnels de la langue, des gens dont c'est le métier que de connaître et d'analyser et de chercher à comprendre les évolutions, les structures, les particularités des langues vivantes, de la langue française en particulier. Des gens dont le discours au fond est généralement laissé de côté pour lui préférer le discours des déclinistes, de ceux qui prétendent que le français ne va pas très bien, que le français est en déclin, que le français est en train de devenir une sous-langue et qu'elle se perd dans des réformes qu'il faut à tout prix éviter sous prétexte que elle tuerait cette langue définitivement et tuerait avec elle toute la culture française. Ce discours-là, qui est le discours de l'Académie française par exemple, qui est le discours de certains écrivains, de certains spécialistes autoproclamés de la langue, eh bien, ce livre-là s'y oppose et surtout s'oppose aux clichés, aux stéréotypes, aux idées reçues. Il les démonte l'une après l'autre. Voici comment commence ce texte. Nous, linguistes, sommes proprement atterrés par l'ampleur de la diffusion d'idées fausses sur la langue française, par l'absence trop courante, dans les programmes scolaires comme dans l'espace médiatique, de référence aux acquis les plus élémentaires de notre discipline. Les discours évaluatifs qui indiquent ce qui serait correct, et ils mettent des guillemets, sature quasiment l'espace éditorial et médiatique contemporain, incitant à réduire toute réflexion sur la langue à la recherche simpliste des formes sans faute. Mais ce qui fait la différence entre une faute et une évolution, c'est la place qu'elle occupera à long terme dans l'usage majoritaire. Le vôtre, le nôtre, qui entérine le changement. Et l'usage, ça s'étudie avec minutie. L'accumulation de déclarations catastrophistes sur l'état actuel de notre langue a fini par empêcher de comprendre son immense vitalité, sa fascinante et perpétuelle faculté à s'adapter au changement, et même par empêcher de croire à son avenir. Il y a urgence à y répondre. Voilà donc la motivation de ces linguistes atterrés qui utilisent ce qui, outre leurs adversaires ou ceux qui refusent toute évolution de la langue et se trouvent eux-mêmes, soi-disant, atterrés aussi, atterrés ES, avec un E un peu grisé, langue inclusive, on touche aux règles sacrées de la langue. Et d'ailleurs, il y a dans ce livre-là une petite note que j'ai trouvée intéressante, nota bene. Ce texte a été rédigé en respectant les rectifications orthographiques de 1990, je le parle en affirmant ma prononciation à la suisse,
en 1990 en appliquant l'accord de proximité, ainsi que l'invariabilité du participe passé des verbes conjugués avec avoir. À vous de juger l'effet que cela produit sur votre lecture. Donc ils disent que par rapport aux puristes, il y a certaines règles qui ne sont pas respectées. Les accords de proximité, c'est-à-dire quand vous avez deux sujets, on accorde le verbe avec le plus proche, ou on accorde au niveau notamment du genre avec le plus proche, même si on devrait, selon les règles canoniques, s'accorder avec celui qui est au masculin. Et puis le fait de ne pas accorder du tout les participes passés avec avoir, voilà les règles fausses selon les puristes qui ont été appliquées dans ce livre-là. J'ai donc lu le livre sans remarquer la moindre chose. C'est-à-dire que on nous dit qu'on ne respecte pas ces règles, moi qui suis pourtant prof de français, qui passe du temps à corriger, et qui, dans mes corrections, suis obligé de compter faux les accords de participe passé erronés, eh bien j'ai lu tout ce livre-là sans me rendre compte une seconde que ces règles-là n'étaient pas respectées. Donc, à quelque part, je me dis, bon, ben, si on touche à ça, on touche pas à grand-chose. Mais, venons-en au contenu du livre. Quels sont les clichés, quelles sont les idées reçues qui sont démontées par ces linguistes, quelles sont leurs inquiétudes? Première remarque, le français n'est plus la langue de Molière. Idée reçue, commence toujours par une idée reçue puis par une citation. Le français classique avait atteint la perfection au XVIIe siècle et depuis il ne fait que décliner. Citation. Aussi belle soit-elle, la langue de Molière est souvent chahutée par les Français. Les fautes d'orthographe ou de grammaire sont fréquentes. Article sur bfmtv.com, 11 mai 2016. Voilà leur citation de départ, voilà l'idée que nous chahutons la langue de Molière. Et avec évidemment comme réponse, plus personne aujourd'hui ne parle la langue de Molière. Il n'y a qu'à lire une page de Molière pour se rendre compte que c'est une langue quasiment étrangère pour nous, dans sa syntaxe, dans son vocabulaire, parfois même dans son orthographe. Et donc, parler de langue de Molière et de mettre sur un piédestal la langue d'un siècle éloigné d'une autre, pourquoi ce siècle-là? Pourquoi Molière en particulier? La justification est difficile à donner, de dire bon, ben, la langue était belle au XVIIe siècle, la littérature française a atteint son sommet au XVIIe siècle. Personnellement, c'est pas la littérature du XVIIe siècle qui m'attire le plus. J'apprécie Molière, et Molière est peut-être d'ailleurs le contre-exemple parfait. Les Précieuses ridicules, c'est quelqu'un qui met en scène une langue vivante, une langue parlée, et qui, en aucun cas, correspond à cette espèce d'image figée, de statue un peu ennuyeuse et scolaire qu'on veut faire de lui. Et au fond, réduire Molière à la langue de Molière me paraît être une manière de pas saisir le génie véritable de Molière. Et puis bon, d'autres questions, par exemple la question traduire Molière. Est-ce qu'on peut traduire Molière en français moderne? C'est une chose qui va faire se pâmer, les gens vont s'évanouir en disant des choses pareilles. Et pourtant, pour donner accès à ces œuvres-là, peut-être que les traduire, ou en tout cas donner les moyens de comprendre et de faire le lien avec la langue moderne. Aujourd'hui, on a beaucoup de textes avec le texte original et le texte modernisé en face, ben voilà, une solution qui serait intéressante, mais qui, non, et Molière n'était pas puriste, par exemple. Et puis il y a d'autres idées qui sont battues en brèche. Le français n'appartient pas à la France. Alors moi qui parle de Suisse, je conçois ceci. Le français est la langue des Français, tout le monde en France parle français. C'est déjà pas tout à fait juste. Il y a plein de gens qui parlent d'autres langues en France, et puis il y a des gens qui parlent français qui ne sont pas français.
Et donc, restreindre la langue française à la France, ça n'est pas non plus une manière correcte de parler de la langue française qui est parlée aujourd'hui principalement en Afrique, qui est parlée dans certains pays d'Europe non français, qui est parlée au Québec, qui est parlée dans d'autres endroits, mais plus du tout majoritairement en France. Et donc qu'une académie dite française décide de comment on parle français, ça n'a aucune justification, d'autant plus que ce que dit l'Académie française, les gens visiblement ne le suivent pas, et c'est normal, parce que c'est l'usage qui crée la langue, et non les normes qu'on va lui donner par la suite. Et puis d'autres remarques. Le français n'est pas envahi par l'anglais. Là aussi, le franglais n'existe pas en Europe, on parle quand même français, avec une analyse là plus historique, où au fond, la langue française, la langue anglaise se sont beaucoup influencées. Le français a beaucoup influencé l'anglais dans son origine, et parfois on croit utiliser des anglicismes alors que c'est des sortes de retours, on en revient à nouveau parler le français de l'origine. Et puis, si l'on parle anglais plus aujourd'hui, c'est sans doute aussi, tout simplement parce que c'est une langue qui s'est imposée au niveau international pour des raisons politiques, mais qui, au fond, sont assez indépendantes des questions de langue. Le français n'est pas réglementé par l'Académie française. Voilà, encore une idée reçue. L'Académie française fait des dictionnaires de temps en temps, et longtemps, elle a accompagné les évolutions de la langue jusqu'en 1835, nous dit ce livre-là. Et donc, il n'y a pas de loi qui oblige d'obéir à cette Académie française qui n'est pas formée par des linguistes. Les linguistes reprochent ça aussi à l'Académie française. Qui sont ces gens-là pour nous dire comment parler? Quelle est leur légitimité? Ils sont nommés ou cooptés d'une manière assez particulière, ils ne sont pas élus démocratiquement, ils ne sont pas forcément des spécialistes de la langue, donc, ou en tout cas de la linguistique justement. Donc, quelle est leur légitimité? Elle est simplement une sorte d'autorité d'ordre prestigieux, ou prestigieuse, là je devrais dire quoi? Une autorité prestigieuse, d'ordre prestigieux. Voilà, là c'est le genre de débat qui serait celui que voudrait nous imposer l'Académie française. Bon, moi je parle pas toujours comme eux voudraient que je parle, tant pis, c'est pas grave. Le français n'a pas une orthographe parfaite, une idée complètement absurde. En quoi une orthographe peut-elle être parfaite? Quand on sait le nombre d'exceptions, le nombre d'absurdités de l'orthographe en français, à quel point l'orthographe est utilisée comme une sorte de règle et de moyen de distinction sociale d'abord, scolaire ensuite, et souvent les deux correspondent. L'orthographe n'est pas la langue. Voilà, encore une autre affirmation qui est mentionnée ici. Si notre orthographe ne parvient pas à faire peau neuve, voilà ce que disent les linguistes atterrés, c'est parce qu'elle est devenue un marqueur social extrêmement puissant qui donne l'illusion de pouvoir juger des facultés linguistiques de quelqu'un sans entrer dans la complexité de la syntaxe, du vocabulaire ou de tout ce qui constitue la véritable qualité d'un texte écrit. Donc, la langue et l'orthographe sont deux choses différentes. L'orthographe n'est qu'un aspect secondaire de la langue. Et puis, il y a d'autres idées qui sont battues en brèche. Ici, l'écriture numérique n'abîme pas le français. Ou encore, le français parlé n'est pas déficient. La hiérarchie entre l'écrit et le parlé, là aussi, elle est, au fond, assez artificielle. Toute langue est d'abord parlée. L'écrit ne vient qu'après. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu de mes cours de linguistique que je suivais il y a déjà pas mal de temps. C'est que, au fond, si on veut faire de la linguistique, on va d'abord analyser le langage parlé. Le langage parlé, il est premier. On a parlé avant d'écrire.
forcément, tout le monde, dans nos vies, a parlé avant d'écrire, et dans l'histoire de l'humanité aussi. Donc, l'oral précède l'écrit, l'oral est premier, et l'écrit, au fond, devrait s'adapter à l'oral plus que le contraire, une sorte de retour de balancier assez surprenant. Et puis il y a encore d'autres idées. Le français n'est pas massacré par les jeunes, les provinciaux, les pauvres et les Belges, ou les Suisses, qui parlent un langage à eux, mais qui au fond est différent de la norme. On parle notamment des accents, des choses, les gens qui n'ont pas d'accent, les Parisiens qui disent qu'ils n'ont pas d'accent. Quand vous entendez ça, que vous êtes en Suisse, et que vous entendez les Parisiens parler avec des chants comme ça, vous dites, mais attendez, non mais il n'y a pas pire accent que l'accent parisien. C'est une caricature d'accent, l'accent parisien. Donc, ça n'a aucun sens. Et, évidemment, ça montre une chose, c'est du mépris social qui est là derrière. Face aux gens qu'on accuse de parler mal, au fond, il y a toujours l'idée que moi je parle mieux parce que je suis celui qui a un capital culturel qui me permet, n'est-ce pas, d'employer un langage soutenu et de ne pas heurter les oreilles averties de mes auditeurs. Et une langue, eh bien, ça peut s'exprimer de manière châtiée, oui, ça peut aussi dire les choses différemment, suivant les contextes sociaux. La langue est surtout un ensemble de pratiques sociales. Et quand est-ce qu'elle est en danger? Ça n'est pas quand elle est mal parlée, c'est quand elle n'est pas parlée. Une langue n'est en danger que si ses emplois se réduisent et se cantonnent à certaines activités humaines. Une langue rend possible nos interactions et nos pensées. Si on ne l'utilise plus dans certaines situations, sa capacité à être employée dans ces situations se détériore. Elle devient lacunaire, elle cesse d'évoluer. Il est donc irrationnel de craindre qu'on puisse l'abîmer autrement. Une langue ne peut pas et n'a pas à être protégée dans un zoo ou dans un musée. Il n'existe donc qu'une seule et unique manière de massacrer une langue, et le massacrer il est entre guillemets ici, c'est de ne pas l'utiliser et de ne plus la transmettre. C'est ce qui est arrivé et qui est en train d'arriver à plusieurs langues parlées dans le monde. Le français a pratiquement disparu à Terre-Neuve, des langues autochtones disparaissent sur le territoire canadien, et en France, de nombreuses langues régionales sont en grand danger, comme le picard ou le gallo. Et si chaque chapitre se termine par un « et si ». Alors celui-ci, celui sur le massacre de la langue, et si on valorisait la créativité langagière, qu'elle soit littéraire ou non? Et si on parlait de registre et de style plutôt que de niveau de langue? Si on évitait de parler de langue des jeunes, de langue des banlieues, comme si c'était une autre langue? Évidemment, c'est la même langue avec des variations, et toute langue est composée de ces variations. C'est ce qui fait l'essence d'une langue, c'est qu'elle varie, c'est que c'est vivant. Le français n'est pas en péril face à l'extension du féminin. Alors là, c'est le débat qui est un débat idéologique, qui n'est pas un débat au niveau de la langue, c'est la question de la place des femmes dans la société qui est en fait posée. Et ces questions-là, elles sont effectivement là aussi mal comprises. J'avais parlé dans une vidéo précédente d'un livre qui s'appelait « Le cerveau pense-t-il au masculin ?» et qui montrait qu'il y a des ambiguïtés qui sont créées par cette idée que le masculin prime sur le féminin et que, au fond, la langue, si on veut qu'elle soit plus facile à comprendre, doit intégrer le féminin, doit intégrer la multiplicité des genres. Et donc, elle le fait, elle cherche des solutions qu'au fond, elle trouve facilement à l'oral. Le problème, c'est l'écrit, encore une fois. Comment adapter la langue à une situation qui, aujourd'hui, met en avant l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et cette évolution sociale éminemment souhaitable, eh bien, il est tout à fait normal qu'elle soit transcrite dans la langue, écrite aussi.
Donc la féminisation des noms de métiers, la question du masculin générique, l'écriture dite inclusive, l'enseignement du masculin qui l'emporte, les pronoms non-genrés, le fameux YEL, qui a été une sorte de cataclysme pour certains, proposition peut-être boiteuse, peut-être que ça va pas rester, j'en sais rien où ça en est, moi personnellement je l'utilise pas vraiment, donc bon, est-ce que ça va rester, je ne sais pas. Et puis, évidemment, linguiste, c'est un métier, c'est pas au doigt mouillé qu'on analyse la langue, mais en étant attentif de manière scientifique à l'évolution de la langue, avec les bases de données qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on peut recueillir, il y a justement du travail d'analyse de qu'est-ce qui change dans la langue, qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui n'évolue pas, comment ça se structure, et c'est des questions absolument passionnantes pour comprendre aussi le monde dans lequel on se trouve. Donc, au fond, ces linguistes ici, ce qu'ils aimeraient simplement, c'est faire connaître leur discipline dans ce qu'elle a de rigoureux, de sérieux, et non pas dans une vision de la langue, au fond, qui serait autoritaire, qui serait la langue comme norme, mais au contraire, la langue comme communication, la langue comme lieu de créativité aussi. Et évidemment, quand on est passionné de livres, de littérature et de langue, c'est la créativité qui nous intéresse. C'est la langue, quand elle repousse ses limites, qui nous intéresse. C'est la langue quand elle sort de cette idée de norme et de perfection que jamais une langue ne peut atteindre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, une langue parfaite. La langue correspond à la pensée. Cette idée-là, au XVIIe siècle, que on avait le français était la langue parfaite parce que elle correspondait à la pensée. Mais elle correspond forcément à la pensée de quelqu'un qui pense en français. Mais pour quelqu'un qui pense dans une autre langue, ben non, c'est sa langue qui correspond à la manière dont il pense. Donc c'est la langue qui structure la pensée et non le contraire. Donc voilà, encore des confusions, encore des stéréotypes qu'il s'agit de démonter pour, au fond, faire vivre la langue. Et c'est, je crois, ça qui est essentiel. Donc le français va très bien, merci. Et laissons-le vivre, laissons-le s'épanouir comme il l'entend. Les linguistes atterrés, le français va très bien.